à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 26 mai 2021, je suis Sarah Menei, vous écoutez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. La guerre est déclarée à l'occasion d'un entretien accordé aujourd'hui au journal L'Équipe. Rudy Garcia, qui en a visiblement gros sur la patate, règle ses comptes et se lâche complètement sur Juninho. Hier après-midi, le coach français a posté déjà un message d'adieu sur ses réseaux sociaux et dans ce message, Garcia remerciait tout le monde sauf Juni. Ça sentait le roussi. Ensuite, hier soir, au micro d'RMC Sport, Rudy Garcia avait commencé à vider son sac. Il est plein d'envie, mais parfois son envie le fait un peu déborder de son cadre et venir un peu marcher sur les plates-bandes du coach. Je pense que la chose qui l'a contrarié et plus que ça l'a fâché et a cassé cette relation, c'est le fait que les recrues qu'il a fait venir du Brésil, Jean Lucas et ensuite Bruno Guimaraes, ne jouaient pas assez à son goût. Et finalement, donc, dans l'interview d'aujourd'hui, l'ancien entraîneur lyonnais sort la sulfateuse et souligne les dysfonctionnements dans la manière de travailler avec le directeur sportif brésilien. On apprend que Juni avait par exemple une préférence pour les Brésiliens de l'OL et notamment pour John Lucas vis-à-vis d'un Maxence Cacré par exemple. Mais c'est pas tout, ça c'est l'entrée. Garcia évoque aussi cette relation qui s'est peu à peu dégradée. Ici, il y avait trop de dissensions dans ma relation avec Juni. Ça s'est bien passé au début, mais les choses ont commencé à se gâter sans que je m'en aperçoive. Après 2 ou 3 victoires en novembre, le directeur sportif ne venait plus me féliciter. Il faisait des choses derrière mon dos. Mais voilà, Garcia affirme aussi qu'il n'est pas la seule personne au club à avoir eu des différends avec Juninho. Bruno Chéroux, par exemple, le responsable du recrutement, serait lui aussi en froid avec le Brésilien. Je cite toujours Garcia, il s'était déjà fâché avec tout le monde, avec Bruno Chéroux en qui il voyait peut-être un concurrent, avec Vincent Ponceau, et c'est même moi qui ai calmé le jeu avec Juni pour recoller les morceaux, demandé même du côté du centre de formation. Alors mauvaise foi, manque de lucidité ou vrai problème à Lyon avec Juninho. Pour Jean-Michel Aulas, qui a réagi sur Twitter pour changer, Rudy Garcia se cherche des excuses et réécrit l'histoire. Le directeur sportif de l'OL, lui, ne compte pas répondre aux attaques de Garcia. Il a refusé d'évoquer le sujet malgré les sollicitations. Grosse ambiance. Finalement, le départ de Rudy Garcia n'a surpris personne. Sa manière de quitter le club non plus. Lui qui a fait des fins d'aventure fracassantes, sa marque de fabrique, et ces dernières années, il faut le dire, un habitué des sorties houleuses. En fait, Garcia, quand il quitte un club, dans sa com, c'est un peu le Mourinho français, le special French. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. C'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir qui dit de retenir. Autre interview aujourd'hui dans le journal L'Équipe, toujours celle de Christophe Galtier, tout juste champion de France avec le LOSC. L'entraîneur lillois a officialisé la nouvelle. Il quitte Lille, il a informé son président Olivier Létang qu'il n'honorerait pas sa dernière année de contrat. Je le cite, « J'ai tout simplement l'intime conviction que j'ai fait mon temps ici, que ce cycle de 4 ans est assez long pour un entraîneur ». Bon alors le faux suspense est levé et si Olivier Létang accepte la décision de Galette, il ne le laissera pas partir gratuitement évidemment. Le président lillois prévient que son futur club devra verser une indemnité pour sa dernière année de contrat. Aujourd'hui, la bataille pour Christophe Galtier devrait se jouer entre l'Olympique Lyonnais, justement, l'OGC Nice et Naples. Il a 19 ans, il est international espoir belge et c'est la révélation de la saison du côté d'Hambourg où il a été transféré l'été dernier par Hoffenheim. Auteur d'une saison très remarquée, il a tapé dans l'œil de plusieurs clubs français, notamment il pourrait donc débarquer en Ligue 1 cet été. Alors qui est-il? Quel est son profil? Eh bien il s'appelle Amadou Onana et on va découvrir ensemble son parcours. Bonjour Amadou. Bonjour Sarah. Merci beaucoup Amadou d'être avec nous dans Flash Foot aujourd'hui. Alors je le disais, on va retracer un peu ton parcours. Amadou, tu es né le 16 août 2001 à Dakar. Ton papa vivait à Bruxelles à l'époque et tu allais régulièrement le voir. Lorsque tu as eu 11 ans, tu y es resté en Belgique pour aller à l'école notamment. Te voilà alors belgo-sénégalais. Tu arrives à Anderlecht en club et ensuite tu pars donc dans un club à Bruxelles avant d'atterrir au centre de formation de Zulte Waregem.
Alors, je suis né à Dakar, j'y ai grandi aussi, jusqu'à mes 11 ans, comme tu l'as dit. Puis, à l'âge de 11 ans, on a décidé, en partie moi pour les études et aussi pour le foot, d'aller s'installer en Belgique parce que mon papa y vivait. Voilà, j'ai commencé à Anderlecht, puis mon agent, donc Melissa, m'a transféré au White Star Bruxelles, du White Star Bruxelles à Zulte Waregem et de Zulte Waregem à Offenheim. J'ai pas été encore en centre de formation à Zulte parce que pour la simple raison que ma maman et Melissa voulaient me garder près d'eux et me donner l'éducation, on va dire, qu'il fallait. Et quand je vois aujourd'hui où sont les jeunes avec qui j'ai joué, qui étaient en internat, je suis très bien, je suis content qu'ils aient pris cette décision-là. Alors Mélissa, on va y revenir, c'est effectivement ta sœur qui gère aujourd'hui tes intérêts puisque vous travaillez en famille. Et elle donc voulait notamment, avec ta maman, tu le disais, te garder un petit peu près d'elle parce que l'école dans ta famille, c'était quelque chose, l'éducation, quelque chose de très important. Exact. Pour ma maman, ça a toujours été l'école avant le foot. Et donc voilà, c'est la voie qu'on a suivie, on va dire. Tu fais partie, Amadou, de cette vague de jeunes talents qui se sont très tôt tournés vers l'Allemagne ces dernières années. Il paraît que tu as appris la langue très vite. J'ai dû apprendre très vite la langue parce que pour moi, c'est important de s'adapter à une culture et de pouvoir communiquer avec mes coéquipiers sans qu'il y ait de barrière de langue, de savoir ce que l'un attend de l'autre. Et donc, c'est pour ça que j'ai essayé d'apprendre très vite l'allemand. Après, ce qui m'a aidé, c'est que je parlais le néerlandais aussi. Il y a des mots similaires, donc ça m'a beaucoup facilité la tâche. Mais d'ailleurs, il paraît que tu parles 5 langues. Oui, exact. Je parle l'anglais, le français, le néerlandais, le wolof qui est ma langue natale et maintenant l'allemand. Je suis un peu le dolmetscher, le traducteur du vestiaire, quoi. Tu t'es adapté aussi facilement, Amadou, à la culture allemande qui est relativement différente quand même de la culture belge que tu connaissais? Oui, clairement différente parce que ici en Allemagne, les gens sont beaucoup plus pointilleux, beaucoup plus ils regardent plus dans les détails, donc il faut avoir une certaine rigueur et une certaine discipline pour pouvoir jouer ici. Est-ce que tu penses que ton parcours aussi, le fait d'avoir été déraciné, donc dès l'âge de 11 ans, d'être arrivé dans un autre pays avec une autre langue aussi, tu parlais du néerlandais tout à l'heure, le fait de ne pas avoir été, comme tu le disais aussi, en centre de formation, d'être resté auprès de ta famille et de devoir finalement jongler très jeune entre l'école, le centre de formation, puis rentrer le soir à la maison. Est-ce que c'est ça aussi et c'est ce parcours qui t'a donné cette maturité? Parce que je rappelle que tu n'as que 19 ans et on entend dans ton discours quand même le discours d'un jeune homme très mature, très posé. Est-ce que tu penses que c'est ton parcours qui a fait ça? Clairement, et merci, comme j'ai dit, à Melissa et à ma maman, parce que entre la galère d'aller à l'école, d'aller vite à la maison pour manger, courir pour aller attraper le train, faire 1 heure aller et 1 heure retour et faire ses devoirs dans le train, c'est pas facile. Donc j'ai dû comme je l'ai dit, avoir une certaine discipline et je crois que ça m'a fait grandir en tant qu'homme, en tant qu'être humain. Et merci à eux. Ouais. Alors je le disais, Amadou, tu as évolué avec la réserve d'Offenheim, avec les U19 jusqu'à la saison dernière. Tu as été transféré l'été dernier à Hambourg, en 2e division allemande. Comment ça se passe pour toi en Allemagne? Est-ce que tu t'y plais? Je m'y plais beaucoup, j'aime bien la philosophie. Après, c'est vrai que quand je suis arrivé à Hambourg, mes coéquipiers m'ont facilité la tâche. Je me suis intégré assez rapidement. Ce qui est... Voilà, il ne fallait pas s'y attendre parce que j'ai, avant ça, eu une période très difficile où je devais, pendant 5 mois, parce que le football de jeunes n'était plus actif, me tenir à niveau par moi-même. Et voilà, après, quand je vois la saison que j'ai fait, après être passé de Offenheim U19, pas jouer 5 mois et direct en pro, je suis assez content de la saison que j'ai faite jusqu'ici. Après, je suis quelqu'un de très ambitieux, comme je le dis souvent, et j'ai envie d'être à chaque fois sur le terrain, de jouer toutes les minutes et c'est mon objectif pour la saison suivante. Bon, tu as vite pris tes marques en tout cas puisque tu as inscrit ton premier but pour ta première avec Hambourg en Coupe d'Allemagne. Après, tu ne quitteras plus le 11 type et tu inscriras 3 buts cette saison. Tu participeras aussi largement à la belle saison du club, même si ça va un petit peu moins bien sur la fin. Mais c'est quand même pour toi une saison réussie sur le plan personnel. Oui, après, c'est vrai qu'en ce moment, les résultats ne sont pas comme on le voulait. Donc, je suis un team player, je déteste perdre. Et donc c'est vrai que par rapport à la saison que nous on a faite en tant qu'équipe, voilà, elle ne se finit pas sur une note positive, mais néanmoins pour la saison que j'ai faite, je suis satisfait. Après, je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, qui
qui a beaucoup d'ambition, qui veut jouer tous les matchs, qui veut être tout le temps sur le terrain, et c'est ce que je vais essayer de faire, comme je l'ai dit. Tu me parlais tout à l'heure, Amadou, de te maintenir en forme, effectivement, pendant l'arrêt des championnats de jeunes pendant 5 mois, où tu as dû te maintenir, évidemment, physiquement. Rassure-moi, on ne mange pas beaucoup d'hamburgers à Hambourg. Non, pas du tout. Niveau alimentation, nutrition, il y a un très bon suivi. Après, comment j'ai pu me tenir en forme, Mélissa m'a cherché un entraîneur physique, un préparateur physique qui s'occupait de moi pendant ces 5 mois-là. Donc, props to her. Respect à elle et merci pour le travail effectué jusqu'à maintenant. Bon, alors c'est forcément une saison particulière, hein, avec le Covid encore et toujours. Malheureusement, Amadou, t'as pas encore pu goûter à la ferveur des stades allemands, mais j'imagine que tu sais que c'est la folie là-bas, même en seconde division. Oui, c'est on va dire la chose la plus triste de cette saison, parce que si je suis venu à Hambourg, c'est notamment par rapport aux fans. C'est un club avec une très grande histoire, et quand j'ai vu les fans de la saison passée, c'est des fans qui sont là pendant 90 minutes, qu'on joue bien ou qu'on joue mal, et c'est extraordinaire de jouer devant un stade complet. Donc j'espère qu'on pourra au plus vite rejouer dans un stade plein. Amadou, entre nous, vous en avez pas marre de vous prendre des cotons-tiges dans le nez tous les 3 jours? J'ai vraiment pas les mots pour ça. C'est une partie du jeu. On doit s'adapter et faire ce qu'il faut. Donc voilà, on n'a pas trop le choix. Alors tu me parlais de Mélissa tout à l'heure. Mélissa, c'est ta sœur qui est ton agent aussi. C'est elle qui s'occupe de tes intérêts. C'est comment de bosser en famille? C'est très intéressant. Ma sœur était quelqu'un de très exigeante. Donc elle en demande beaucoup au niveau des performances, tout ça. Mais je pense qu'on a une relation très très soudée, basée dans la communication. Donc très intéressant de travailler en famille, et pour moi c'est une joie de pouvoir travailler au quotidien avec elle. On va parler un petit peu, Amadou, pour ceux qui ne te connaissent pas, de ton profil, de ton poste. Tu mesures 1m95, c'est grand pour un milieu. Tu dirais que tu es quel genre de milieu? Est-ce que tu es plus un box-to-box? Quel est vraiment ton style sur le terrain? Je pense que ma grande taille me donne effectivement un avantage sur les ballons aériens. Après, malgré ma grande taille, je trouve que j'ai une bonne dynamique, j'ai une bonne vitesse, une bonne vision de jeu et une bonne technique. Il y a des joueurs de qui je m'inspire, comme Paul Pogba ou Frankie de Jong ou Tanguy Ndombele. Et voilà, c'est des joueurs, comme j'ai dit, je regarde beaucoup de vidéos d'eux, je regarde beaucoup de matchs d'eux pour m'inspirer justement de leur jeu. Après, comme je le dis souvent, j'ai juste envie d'être la meilleure version de moi-même, donc je vais tout donner, investir du travail pour à la fin n'avoir aucun regret. Tu me parlais de Paul Pogba tout à l'heure, c'est vrai qu'on pense à lui quand on pense aussi à ta grande taille, au poste évidemment. Est-ce que tu dirais que c'est l'un de tes modèles, l'une de tes inspirations? Oui, après c'est là le rapport qui est fait, les gens disent qu'on se ressemble beaucoup dans le style de jeu. Après je pense que c'est à cause de la grande taille, milieu de terrain, comme j'ai dit, de toutes les caractéristiques similaires. Bon, et du coup ta grande taille aussi te permet d'être très bon de la tête. Exact, et direct en entrée de saison on l'a vu, quand j'ai marqué mon premier but c'était de la tête, mais ouais, c'est vrai que quand je regarde, je crois, mes stats, je suis à 80% des duels aériens gagnés, donc c'est vrai que c'est un léger avantage. Et oui, forcément, lorsqu'on mesure 1m95, on a souvent l'ascendant quand même sur ses adversaires dans les duels aériens. Exactement. Amadou, je le disais en te présentant, c'est vrai que tu es suivi actuellement par plusieurs clubs, plusieurs écuries, notamment en Ligue 1. Est-ce que tu as suivi un petit peu cette saison, cette folle, justement, saison de Ligue 1? Oui, je regarde la Ligue 1 depuis que je suis tout jeune, parce qu'au Sénégal, c'est l'un des championnats les plus regardés. Et voilà, j'aime énormément regarder la Ligue 1, c'est du beau jeu avec souvent des surprises, donc voilà, j'aime bien. Bon, alors attention, au Sénégal, il y a 2 teams, hein. Il y a beaucoup de supporters de l'Olympique de Marseille. Il y a aussi des supporters, bien sûr, du Paris Saint-Germain. Je vais pas te mettre dans la sauce, Amadou, je vais pas te demander qui tu supportes. Exact. Non, j'ai pas de camp, Oui, non, on va pas se fâcher, comme ça on ne vexe personne. Amadou, tu es encore à l'aube de ta très jeune carrière, hein. Tu n'as que 19 ans, tu commences. Mais est-ce qu'il y a un championnat en particulier dans lequel tu aimerais éventuellement évoluer à l'avenir? Un championnat qui m'attire un peu plus que les autres, je dirais non, parce qu'au bout du compte, j'ai juste envie dans quelques années, jouer dans le top 5 européen, quel que soit le championnat, je veux juste jouer dans l'élite, dans le top du top, donc voilà. Bah en tout cas, on te le souhaite, Amadou, évidemment, on va suivre ton parcours. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Flash Foot. Merci beaucoup, merci, c'était un plaisir. Allez, nous, on passe à notre rubrique Vintage. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Tous les mercredis, dans Flash Foot, je vous raconte les coulisses d'un événement marquant de notre foot avec des archives, des témoignages. Alors on a commencé ce Flash Foot du jour en parlant de Rudy Garcia, on a enchaîné sur Christophe Galtier et sur la parole d'un international espoir belge. Alors comment parler d'autre chose aujourd'hui que du doublé du LOSC il y a 10 ans, le plus belge des titres en Ligue 1. C'était donc il y a 10 ans, presque jour pour jour d'ailleurs, le 21 mai 2011, une semaine après son sacre en Coupe de France contre Paris, Lille remportait le 3e titre de champion de son histoire. À l'époque, cela faisait 56 ans que le LOSC n'avait plus rien gagné depuis le titre des champions de France des Dogs en 1955. Vous imaginez ? « 1955, Pierre Mendès France, Edgar Faure, la guerre froide, la guerre d'Algérie, un tout autre temps. Alors forcément, regagner ce titre en 2011 était une immense fierté, une immense joie pour toute une région, comme l'expliquait à l'époque Franck Beria, le défenseur de cette équipe. C'est le titre le plus prestigieux en France, de toute façon pour nous, le plus difficile à remporter, sur la durée, sur la difficulté aussi. Et voilà, on est super content de s'inscrire parmi les grands maintenant parce que ça faisait une 50aine d'années que le club n'avait pas vécu ça. Et je suis vraiment fier de faire partie des joueurs du groupe qui ont ramené et la Coupe de France et le championnat à Lille. Il faut dire qu'entre 1955 et 2011, le LOSC était relativement retombé dans un certain anonymat, du moins au niveau palmarès. Le club du Nord ne retourne plus en finale de Coupe de France et ne finit sur le podium qu'une seule fois, c'était en 2001, avec une 3e place. Jusqu'à donc cette formidable épopée et cette formidable saison 2011 pendant laquelle les Dogs font le doublé Coupe Championnat. Emmené par un très jeune Eden Hazard qui sera élu meilleur joueur de la saison et un Moussa Sow qui terminera meilleur buteur du championnat. À l'époque, il faut souligner le jeu incroyable aussi proposé par les Lillois, avec les deux que je viens de citer notamment. C'était véritablement une équipe portée vers l'avant. Lille inscrira 68 buts cette saison-là, dont 25 pour Moussa Sow. Et puis finalement, un peu comme cette saison, il y aura surtout chez ces Dogs une belle régularité dans les résultats. Pendant cette saison 2010-2011, le fauteuil de leader a été occupé par le LOSC pendant pas moins de 23 journées. Alors au terme d'un marathon, le titre revient donc logiquement aux Lillois après avoir accroché un match nul décisif au Parc des Princes face au Paris Saint-Germain lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1. Cette saison-là, d'ailleurs, Rudy Garcia sera désigné meilleur entraîneur de la saison. C'est une joie assez calme, assez sereine. Non, franchement, j'ai pris un peu de recul sur le terrain, à voir mes joueurs communier avec le public et communier ensemble. J'avais envie de profiter de chaque seconde. Voilà, j'avais des proches et de la famille dans la tribune, donc tout le monde est heureux. C'est des moments magiques. Hein. Ce 21 mai 2011, une vague rouge envahit la Grand Place. Quelques jours plus tard, le bus dans lequel les joueurs ont pris place la traverse dans une ambiance encore une fois survoltée. Les Dogs ont soulevé la coupe à l'issue d'un ultime succès contre Rennes. Et 10 ans après, donc depuis dimanche dernier, après 2011, c'est 2021 qui est entré évidemment dans l'histoire du club nordiste avec un 4e titre de champion de France. Et l'exploit cette saison était peut-être encore plus grand qu'en 2011 parce que Lille n'avait pas de jeunes prodiges belges dans ses rangs et que l'adversité surtout était peut-être plus grande cette saison qu'elle ne l'était en 2011. À l'époque, pas de binôme Neymar-Mbappé évidemment, le Français avait 13 ans d'ailleurs, et un PSG pour qui c'était surtout l'année du rachat à 2011. Il y avait quand même des adversaires coriaces, il ne faut pas minimiser. Il y avait Marseille, champion l'année précédente, Lyon et Bordeaux. Et finalement, comme cette saison, en 2011, le LOSC faisait aussi partie donc des outsiders. Et il a une nouvelle fois contredit toutes les prédictions des bookmakers. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menei. Vous écoutiez Flash Foot sur Free Ligue 1 Uber Eats. On se retrouve demain.